Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 23, l'impact de la selle avec Eugénie Cotreau. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode de la 4e saison aux côtés d'Hélène Roche, vous savez déjà que j'ai un peu changé de format. Je reçois donc à ce micro 6 professionnels différents pour en apprendre plus sur notre relation homme-femme-cheval. Chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts depuis que je suis devenue propriétaire. Ils font tous partie de cette vision holistique que j'ai construite petit à petit au fur et à mesure des mois aux côtés d'Iggy. Que l'on soit clair, rien ne laissait présager que moi, simple cavalière de club, j'en arrive à accumuler autant de questions au sujet des chevaux. Je me rêvais femme de cheval et j'ai trouvé une manière d'y arriver. Simplement, en osant chercher toujours plus loin ce que je ne sais pas encore, ce que je ne connais pas encore, pour m'aider à mieux comprendre les chevaux, mais surtout Iggy dans sa singularité. On continue cette saison par une question essentielle et complexe aux côtés d'Eugénie Cotreau, celle du choix de l'équipement, de son rôle et de son impact. On imagine mal courir un marathon avec une chaussure trop petite ou trop grande, n'est-ce pas ? Mais alors comment fait notre cheval pour courir une endurance ou sauter un parcours d'obstacles avec une selle mal adaptée ? Pas simple, non ? Quand on y pense, dans tous les autres sports, la question du matériel, de sa qualité et de sa technicité est devenue centrale. La différence entre ces autres sports et l'équitation, c'est peut-être que nous, l'humain, on teste l'équipement pour nous, et donc il est plus facile de ressentir si quelque chose cloche. Ou alors, peut-être que l'on ne nous a jamais appris à repérer les signes que nous envoie notre cheval. Je sais pas vous, mais moi, j'ai appris à monter sur des selles de club synthétiques, assez moches, parfois trouées et peu confortables. Forcément, une fois Iggy arrivé, j'étais toute joie de pouvoir enfin acheter ma première selle. Une selle qui m'irait à moi et qui serait jolie. J'en avais presque oublié son principal rôle. Me permettre de monter Iggy tout en assurant son bon fonctionnement à elle. Parce que oui, en fait, c'est une question que je n'avais jamais eu à me poser avant. Comment savoir si ma selle va à mon cheval ? Quand j'ai commencé à fouiller le sujet, les formes, les modèles, les marques et les gammes de prix, je me suis sentie complètement dépassée. Ce qui devait être un moment trop cool était devenu un casse-tête. J'ai vite intégré que ça allait être donc beaucoup plus complexe que prévu. J'ai surtout commencé à me poser beaucoup de questions. Comment savoir choisir une selle qui lui irait à elle ? Comment aborder le débourrage ? Lors du moment venu, qu'allais-je faire ? Perdre de l'argent à acheter une selle seconde main sur le bon coin, que je galérerais à revendre, ou me ruiner tout de suite dans une selle sur mesure ? Mais pourquoi faire du sur mesure sur une pouliche qui va encore grandir ? Sans parler du fait qu'elle aura probablement changé entre le moment où je vais prendre les mesures et le moment où je vais recevoir ma selle. Début 2022, je m'étais inscrit sur la plateforme Blooming Riders et là, je découvre Eugénie Cotreau. Elle avait un programme intitulé « Introduction au saddle fitting ». Clairement, je binge-watch toutes les vidéos et je suis aussitôt déçue de l'expérience que je viens de vivre avec le saddle fitter qui était venu me voir. Très concentré sur ma jument, mais pas vraiment sur notre binôme. Et puis, je regarde autour de moi et je découvre que je suis loin d'être la seule. Je vois d'autres cavalières galérer et faire venir le saddle fitter 4 fois d'affilée pour changer de selle, puis de sangle, puis de tapis, puis encore de selle. La question de la selle est donc une question qui traverse les âges, les périodes, les disciplines, bref, quel que soit le niveau du cheval ou celui du cavalier. Fin du printemps, j'apprends qu'Eugénie ouvre une formation grand public et là, je fonce. Je veux comprendre et je veux pouvoir participer à la conversation avec mon prochain saddle fitter. Je vous propose donc aujourd'hui d'aborder ce sujet crucial aux côtés d'Eugénie, parce qu'elle a accepté de me rejoindre à ce micro pour parler de l'équipement. Bonjour Eugénie, merci beaucoup d'être avec moi ce matin et d'avoir accepté ma proposition. Je ne me voyais pas du tout faire un épisode sans ta participation puisque tu es clairement celle qui m'a ouvert les yeux sur toutes les questions qui concernent le matériel autour du cheval.
Avant de commencer donc cet épisode à proprement parler, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et expliquer ton parcours? Salut Fanny. Pour commencer déjà, merci de m'inviter sur ton podcast et de t'intéresser à ce que je propose. Euh, alors, comment expliquer mon parcours? Je pense que j'ai un parcours assez classique pour commencer, c'est-à-dire que je suis cavalière passionnée depuis que je suis toute petite, mais quand il s'agit de... Oula, quand il s'est agi, on va essayer de parler français. Quand il s'est agi de choisir une orientation professionnelle à l'adolescence, on m'a clairement expliqué que les chevaux, c'est pas un métier, on n'en vit pas. Il vaut mieux que tu assures ton confort matériel et tes revenus financiers et que tu gardes ça comme passion. Enfin voilà, rien de très anormal jusqu'à présent. Oui, oui, ça sonne étrangement familier pour moi aussi. Donc, j'ai suivi en fait un peu la voie de la facilité pour moi, qui était de faire des études de lettres, parce que c'est ce qui me plaisait le plus. J'ai un rapport à l'effort assez compliqué, j'aime pas me forcer. Donc, même si je rêvais d'être vétérinaire, comme toutes les gamines qui aiment les poneys, quand j'ai compris enfin, que ça passait notamment par des études où il fallait faire beaucoup de maths, j'ai décrété que non, je serais pas vétérinaire. Ça me coûtait trop d'efforts. Et puis, donc, bon, je fais mes études fac de lettres. Et puis, je me suis réorientée quand même un peu plus vers le milieu de l'entreprise au niveau du master. Et j'ai commencé une carrière dans la gestion de projets marketing. Et avec mon premier salaire, je me suis acheté un cheval. Directement. Parce que ça devenait impératif. C'était trop compliqué pour moi de ne pas avoir mon cheval. Il me fallait mon cheval. Donc, j'ai craqué sur un... Accéder aux rêves de petite fille. Ouais, complètement. Je pense que là aussi, c'est pas très original, mais on m'avait promis, oui, oui, on t'offrirait un cheval, et puis tu penses bien que je l'ai jamais eu, ce cheval. Donc, je me suis, Je vois tout à fait. voilà, j'ai déterminé qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même, et donc je me suis acheté mon poney avec mon premier salaire, et je me suis acheté un poulain parce que c'était le moins cher que je pouvais, enfin c'était moins cher, donc moi je pouvais me le permettre. Et puis je me suis toujours un peu ce que tu me décrivais en off tout à l'heure, mais la selle pour moi ça a toujours été un objet de fascination. Et donc dès que j'ai eu mon cheval, alors même que j'avais jamais imaginé pour le coup passer un diplôme de sellier, ou parce que je suis pas du tout manuelle, enfin voilà, ça me parle pas le fait de fabriquer des trucs avec mes mains. Mais donc je me suis posée, après avoir acheté mon cheval, la question de m'acheter une selle. Et comme mon cheval, c'est un Welsh Cob, donc avec, on va dire, une conformation un petit peu particulière, je me doutais déjà bien, quand il n'avait qu'un an, qu'il allait lui falloir une selle vraiment spécialement adaptée. Et je suis allée voir des selliers à l'occasion d'un salon, et la réponse que ces selliers m'ont donnée m'a pas plu du tout, qui était «Ah non, mais vous embêtez pas, nos selles elles vont à 90% des chevaux, ce qui est important c'est que vous soyez bien», et ça m'a énervée. Et ils auraient pas dû me répondre ça, parce que du coup, ils ont créé un monstre. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à écrire un blog pour partager les recherches que je faisais sur mon temps de travail, parce que je m'ennuyais ferme au bureau. Et comme j'ai la chance de lire très couramment l'anglais et de le parler aussi couramment, je traduisais des articles que je trouvais. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai été repérée par un saddle-fitter anglais qui vivait en France, qui m'a proposé de me former en échange de moi, que je communique sur qui il était et sur ce qu'il faisait, parce qu'il n'arrivait pas à se faire une clientèle.
Et puis j'ai été repérée par des marques et puis qui m'ont proposé des collaborations et puis en fait j'ai commencé à bosser comme ça. C'est-à-dire que c'était pas du tout prévu, c'est arrivé par accident. Mais c'est l'achat de mon poney qui a tout déclenché. Et puis ben il est né en 2008, je l'ai acheté en 2009. Je me suis professionnalisée en 2012 et on est là 10 ans plus tard. Et voilà. Incroyable. Euh, Donc en fait, c'est pas du tout un parcours avec des études spécifiques, c'est vraiment un parcours autodidacte. Alors, non, parce que j'ai quand même été formée. Ce que je sais, je ne l'ai pas inventé, si tu veux. Euh, mais je me suis formée, en fait, dans plein d'endroits différents, et surtout sur plein de thématiques différentes. Parce que, évidemment, la selle et son adaptation, et ça, bon, j'ai pas fait comment dire, j'ai pas fait de formation pour apprendre à fabriquer les selles. Comme je disais, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je suis pas patiente, alors que c'est un boulot qui demande beaucoup de minutie et du coup, je sais juste que ça va me saouler, donc je le fais pas. Mais par contre, j'ai passé énormément d'heures dans les ateliers de plusieurs marques de sel à observer comment ils faisaient, quels étaient les process, quels étaient les matériaux utilisés, pourquoi est-ce qu'ils choisissaient telle forme plutôt que telle autre. Et donc, rien qu'en saddle fitting à proprement parler, j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq formations différentes. Pour lesquelles je suis allée aussi loin que les États-Unis, la Suède ou l'Allemagne, tu vois. Euh, et puis j'ai bossé avec au total une dizaine de marques de sel en 10 ans qui ont toutes des conceptions différentes, qui ont toutes des choix techniques différents. Et ce qui m'intéresse, enfin comme je disais, c'est pas d'apprendre à faire, mais c'est de comprendre pourquoi. Et du coup, qu'est-ce qui fait que telle marque de selle, elle marche bien pour tel type de cheval et pas pour tel autre type de cheval? Pourquoi est-ce que les cavaliers qui ont appris à monter avec tel type de selle, ils arrivent à pas du tout à se faire avec tel autre type de selle? Enfin, il y a des trucs comme ça que j'ai compris et qui m'ont challengé en fait pendant les 10 ans que j'ai passé sur le terrain à sceller des chevaux et des cavaliers. Euh, et évidemment, ça m'intéressait de les aider à trouver la selle qui leur allait à tous les deux, mais c'était pas ma motivation première. Ma motivation première, c'était de comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi énormément de formations dans d'autres, comment dire ça, dans d'autres spécialités, si tu veux. Par exemple, j'ai fait 3 semaines de formation sur le bodywork, donc le travail de thérapie manuelle sur le cheval par des petites manipulations ou du massage ou des trucs comme ça. Euh, enfin, j'ai beaucoup échangé avec des maréchaux ferrants, des pareurs, des vétérinaires, des dentistes, pour, voilà, avec toujours comme objectif de comprendre pourquoi et de rattacher la question du matériel et de son design au sens de conception, pas au sens esthétique, hein, vraiment au sens de la conception, à une utilité. Genre, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est fait, à quoi ça sert, etc. Donc, je dirais que, enfin voilà, je me qualifierais pas d'autodidacte. Par contre, la façon que j'ai de faire les choses et la façon que j'ai d'envisager les choses et de travailler, là oui, par contre, elle est assez unique. Et c'est ce que je m'efforce de transmettre dans toutes les formations que je fais maintenant. Parce que je crois que la suite logique de comprendre pourquoi, c'est ensuite de transmettre comment, tu vois, à des gens qui vont pouvoir le réutiliser. Et mon objectif, vraiment, comment dire, mon goal ultime, c'est vraiment de faire en sorte que quand les gens ils équipent leur cheval, un, ils se posent les bonnes questions, et deux, ils perdent pas leur temps à acheter 40 000 trucs qui vont leur servir à rien, mais juste qu'ils soient capables, soit quand c'est des pros que je forme, de conseiller au mieux leurs clients et de leur éviter des dépenses inutiles, soit quand c'est des particuliers, euh, à la fois d'être un minimum autonome dans le choix de leur équipement et surtout
quand ils travaillent avec des professionnels, d'être bien certain que le professionnel, il n'est pas en train de les enfler à leur vendre, tu vois, genre un frigo en esquimau, tu vois. Ce genre de truc. Je vois bien. Voilà. D'ailleurs, donc c'est très intéressant de voir, fait tout ce parcours parce qu'on voit bien que, bon, OK, il y a une finalité qui est, d'adapter l'équipement, le matériel, à son cheval. Pour autant, ben, en fait, c'est vraiment toute une, réflexion, en fait, à mener, une sorte de petite enquête avant d'arriver, à savoir quelle est la bonne réponse, s'il y en a une. Donc, avant de parler de l'équipement à proprement parler, justement, moi, dans ta formation, ce qui m'a le plus marqué et ce dans quoi je me suis le plus reconnue aussi, et je t'en parlais en off, c'est à quel point tu insistes sur le temps où on ne fait rien, entre guillemets, ou en tout cas, on prend le temps d'observer le cheval, de comprendre la manière dont il bouge, la manière dont il se déplace, sa morphologie aussi d'une certaine manière, avant de commencer finalement à se poser la question de l'équipement. C'est-à-dire de bien, voilà, c'est ça, de connaître les observables et de savoir où poser son regard pour justement se poser les bonnes questions. Du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous en dire aujourd'hui pour que les gens aient envie d'aller chercher plus loin sur qu'est-ce qu'il faut commencer par regarder et c'est quoi ces repères visuels que l'on doit connaître, peut-être déjà dès le jour où on va visiter, en fait, on va voir peut-être son futur cheval pour la première fois, jusqu'à oui, je suis tombée sous le charme de ce cheval, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, je le prendrai. Et, et du coup, j'ai peut-être pas exactement regardé ce dont j'avais besoin de regarder pour comprendre voilà, comment j'allais l'équiper, lui et moi, pour faire en sorte que notre rêve il aille plus loin, parce que souvent, il y a quand même un désir d'équitation et un désir de cavalier aussi derrière. Et du coup, qui dit équitation et cavalier dit voilà, équipement. Et ouais. Alors, je dirais que pour moi, en fait, il y a deux points que je vais détailler après, mais il y a deux grands points. La première chose, c'est de savoir où est-ce que le cheval il en est dans son corps et dans sa vie pour savoir si déjà il est prêt à être monté. C'est-à-dire que, tu vois, je prends un exemple qui est assez classique et assez parlant, qui est l'exemple du débourrage. Et on a un peu ce raccourci qui est de dire, un cheval, ça se débourre à 3 ans. Il y a des chevaux, on peut... En fait, tout va bien dans leur vie, ils sont bien dans leur corps, ils ont une croissance qui est harmonieuse, donc ils sont prêts à être débourrés, mais pour certains, c'est presque même un peu avant leurs 3 ans, et ça leur posera pas de problème si évidemment c'est bien fait. Euh, et puis il y a des chevaux, ils seront absolument physiquement pas prêts avant leurs 5 ans, tu vois. Euh, donc le tout, c'est de Ce qui est savoir, le cas de la mienne. voilà. La mienne, clairement, elle va très bien dans sa tête et tout, mais franchement, quand je regarde son corps et tout, jusqu'à il y a quelques temps, pour moi, c'était impensable de me hisser dessus. Ouais, mais ça, c'est super de ta part parce que justement, tu es resté à son écoute, mais on a quand même très très vite tendance à faire le raccourci de bon, bah, il a 3 ans, je le débourre, point, tu vois. Et donc, voilà, c'est vraiment le premier truc que je vais observer, c'est est-ce que le cheval, il est en état d'être monté? Et c'est autant en état physique que psychologique. Et il y a des chevaux, ils sont prêts dans leur tête, mais ils sont pas prêts dans leur corps. Il y en a d'autres, ils sont prêts dans leur corps, mais ils sont pas prêts dans leur tête. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir tous les voyants au vert, parce que ça sert à rien de mettre une selle sur le dos d'un cheval s'il est pas prêt à être monté. Enfin, concrètement, ça sert vraiment à rien. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement la prise de repères anatomiques. Parce que indépendamment de sa race ou de sa toise au niveau du garrot ou de sa discipline de prédilection ou d'utilisation, le cheval, il a une topographie du dos qui lui est propre, tout comme il a une topographie de la tête qui lui est propre, ou tu vois.
Et il faut apprendre justement à identifier les repères morphologiques et anatomiques qui vont dicter le type d'équipement qu'on pourra mettre dessus. Tu vois, par exemple, un cheval qui a un dos très très court, euh, donc un dos très court pour moi, c'est un dos qui fait moins de 42 cm de long en surface portante. Euh, Bah, tu peux difficilement envisager de lui mettre une selle western parce que souvent elles sont énormes, elles sont hyper invasives, tu vois, au sens où elles prennent beaucoup de place. Et pourtant, c'est pas rare de voir ça, tu vois. C'est très drôle que tu mentionnes cet exemple parce que je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que, heu, aujourd'hui, j'ai envie de me de me reformer en équitation western et ma jument allait me permettre d'accéder à ce rêve et en fait, plus je fais ta formation, plus je me rends compte que, vu son type de de conformation, ça va être quand même probablement très compliqué de lui mettre une selle western sur le dos. Donc, je ferai probablement du western, accru. Bah, disons que c'est pas impossible, mais bon, sur le sujet de la selle western, en tout cas, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui est très développé en Europe, et donc on n'a pas beaucoup de choix de matos. Et du coup, le choix de matériel qu'on peut avoir en Europe, il est très très restreint. Donc si on a un cheval qui rentre dans les standards de l'offre restreinte qu'on a, c'est très bien, mais si on en sort, c'est très compliqué. Enfin, je me rappelle d'une une ancienne cliente qui avait des juments pur sang arabe qui avait importé des selles depuis les États-Unis. Mais je crois qu'elle avait mis 6 mois à trouver ce qu'elle voulait. Et elle y avait dépensé un fric monstrueux avec les allers-retours des selles vers les États-Unis, depuis les États-Unis. Enfin, c'était pour elle très compliqué. Alors bon, c'était il y a un certain temps, et peut-être que ça s'est un peu simplifié depuis. Mais... Bref, ça c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, bah, de la même façon, tu vas pas sceller un pur sang qui a un garrot hyper haut, de la même façon que tu vas sceller un ibérique qui a le garrot complètement noyé. Donc, ce qu'il faut réussir à déterminer, c'est euh, entre l'arrière de l'épaule et la dernière côte, donc au niveau de la surface d'appui sur le dos du cheval, quelle est la forme, quelle est la place dont je dispose et quelle selle, du coup, va réussir à matcher ce, cette forme, ces angles, ces ouvertures, euh, ces masses musculaires, cette largeur de processus épineux, enfin, tout ce qui se situe en fait comme composante anatomique au niveau de la place de la selle. On les analyse, on les mesure, on les quantifie, on les observe, on les palpe, enfin, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. OK, donc pour résumer, ça c'est, vraiment les 2 premiers observables. Donc, c'est d'une manière générale, est-ce que mon cheval et le corps de mon cheval aujourd'hui est fait pour me porter, si je résume? Et ensuite, Mmh. effectivement, avoir les bons repères anatomiques, pour commencer à vérifier déjà «l'adéquation» entre guillemets, projet, cheval. Mmh. Heu, Quand je dis projet, c'est projet d'équitation. Et puis, bah, par ailleurs, une fois qu'on les connaît, pouvoir aussi être en mesure de dialoguer éventuellement avec le saddle fitter sur le choix du matériel ou déjà pouvoir en tout cas commencer à regarder ses premiers modèles seuls, si on le souhaite. C'est ça. C'est ça? Bah, alors souvent, tu vois, quand je travaille avec des cavaliers, alors les cavaliers professionnels ou qui sont spécialisés dans une discipline, c'est pas très compliqué en général de bosser avec eux parce que ils savent ce qu'ils veulent au niveau du matos. Mais les cavaliers amateurs, ils ont vite tendance à s'éparpiller et à avoir plein de projets super chouettes avec leurs chevaux. Mais c'est difficile de savoir une selle, pardon, c'est difficile de choisir une selle quand on sait pas ce qu'on veut faire. Donc il y a un peu ce truc dans mon métier, dans la partie vraiment conseil, ça va être plus que de comprendre les ambitions du cavalier, ça va même être parfois de l'aider à les définir, tu vois. Dire, ok, tu me dis que tu veux faire ça, que tu veux faire ça, et que tu veux faire ça avec ton cheval, mais trouver une selle qui te permet à la fois d'enchaîner des parcours à 1,20 m, de faire du tri de bétail et de partir 3 semaines en rando sur les plateaux du Vercors, ça me paraît un peu ambitieux. Enfin, disons, c'est des disciplines qui n'ont rien à voir. Donc,
qu'est-ce qu'on fait? Quelle va être la stratégie d'adaptation du matériel? Et qu'est-ce qu'on va devoir faire pour faire en sorte que tu puisses réaliser malgré tout tes projets avec ton cheval? Il est parlant cet exemple. En fait, dans plein d'autres sports, cette question, en fait, elle saute aux yeux. Typiquement, si tu vas aller chercher une paire de baskets pour faire du running, tu vas pas choisir la même chose si tu comptes, faire des marathons, sur du bitume de 40 kilomètres, versus aller faire un trail en Ouais. montagne avec des cailloux partout. Hem Et du coup, c'est vrai que dans notre, sport, on va dire, parce que là, on parle vraiment de la partie équitante, on a parfois un peu du mal, je trouve, nous humains, à prendre ce recul pour se dire: «Mais bah, en fait, c'est un sport, je suis un athlète, mon cheval est un athlète, donc du coup, quel est l'équipement, le plus performant pour m'aider à, bah, en fait, faire ce que je compte faire, en fait, tout simplement». Mmh. On en C'est reparlera un petit peu plus tard, justement de ça parce que je crois que l'humain s'oublie vraiment dans sa pratique aussi, du sport et de comprendre ce dont il a besoin pour pouvoir aussi lui évoluer et l'équipement en tant que tel, je pense, hem, peut être un pilier pour cette évolution. complètement, complètement, mais ouais, ouais, tu raison, on y reviendra après parce que c'est vraiment important. Du coup, pour rester sur le cheval et donc là, on a parlé de repères visuels. Je pense qu'il y a un point dans lequel, alors sans divulguer bien sûr tout le contenu de la formation, mais qui est, très important, qui pour moi, c'était vraiment des mots que je lisais. J'avais un peu du mal à les comprendre ou en tout cas à être, capable de les appliquer correctement dans une phrase, dans ma tête. C'est la différence entre vraiment la locomotion, la conformation et la posture. Parce que je Mmh. pense que de bien comprendre les 3, c'est ce qui permet ensuite pour nous humains de se dire: «OK, voilà les points d'attention que je dois connaître et voilà ce que je dois surveiller justement en vue de vouloir faire ci ou de vouloir faire ça avec mon cheval». Ouais. Alors, effectivement, c'est des notions qui sont souvent assez mal manipulées. Hem, la conformation, c'est une donnée qui est purement, métrique, je dirais. En gros, c'est la façon dont, le corps donc le corps d'un cheval, il est toujours composé pareil, enfin, il a toujours, une colonne vertébrale, un thorax, 4 membres, bon, bah, sauf s'il a eu un problème, mais on va parler du cheval standard, et puis une crinière et une queue. Hem, donc la conformation, c'est comment dire? Les mesures spécifiques que vont avoir les membres et le dos et tous les segments qui composent l'animal. Et là, on parle du squelette, mais ça peut être aussi tout simplement, bah, est-ce que le cheval, il a des plus ou moins gros poumons, un plus ou moins gros cœur, etc. Donc c'est tout ce qui relève de l'organisation du corps de façon intrinsèque. Donc ça va être, bah, je sais pas, un cheval qui a des petits pieds ou des gros pieds, un cheval qui a une grosse croupe ou une croupe très courte, un cheval qui a des jarrets épais ou des jarrets fins. Voilà, toutes ces données-là. La posture, ça relève plutôt d'une notion d'attitude. Une attitude, c'est une posture, c'est la façon dont on se tient. Et donc forcément, la posture, elle va venir nuancer la conformation. C'est-à-dire que la conformation, c'est un peu l'état zéro, et la posture, elle peut faire en sorte qu'une bonne conformation se dégrade, parce qu'il y a il y a un manque de travail musculaire, il y a un manque de tonus musculaire. C'est un exemple, hein, c'est pas que du tonus musculaire. La posture, elle peut aussi être influencée par, je sais pas, l'état viscéral. Si le cheval, il a mal au bide, par exemple, il va se tenir d'une façon qui fait que son ventre sera pas trop sollicité, mais du coup, bah, ça va forcément se répercuter sur d'autres endroits de son corps. Donc la posture, elle peut être dégradée ou elle peut être optimisée. C'est-à-dire qu'on va justement par la sensation de bien-être dans son corps, que ce soit justement au niveau du fonctionnement interne des organes, etc., euh, mais aussi par le mouvement, parce que le mouvement, c'est une composante qui est essentielle, en fait, tout simplement, au vivant. En fait, par une bonne hygiène de vie,
à plein d'égards différents. Une posture, on peut l'améliorer. Et donc la conformation et la posture, elles sont souvent assez entremêlées et je dirais même parfois même difficiles à distinguer qu'est-ce qui relève d'une donnée purement conformationnelle ou d'une donnée enfin, d'une donnée purement posturale. Et c'est assez à la fois difficile et en même temps essentiel de savoir faire la part des choses entre les deux quand on choisit du matos d'équitation. Parce que par exemple, un cheval qui a mal au ventre, il va creuser le dos. Et s'il creuse le dos, bah, la selle qu'on va choisir quand il a mal au ventre, quand il aura plus mal au ventre et qu'il remontera son dos, bah, ça se trouve, la selle, elle posera mal dessus. Tu vois. La locomotion, c'est complètement différent. C'est le schéma de mouvement par lequel le cheval se déplace dans l'espace. Donc, la locomotion classique du cheval, elle est distinguée en 3 allures qui sont le pas, le trot et le galop, qui sont caractérisées à la fois par des schémas différents de poser des membres au sol qui lui permettent de se déplacer, et aussi par des vitesses. Techniquement, le pas est plus lent que le trot, qui lui-même est plus lent que le galop, mais il y a des chevaux qui galopent moins vite que certains ne peuvent marcher, ou des trucs comme ça. Et ça, après, la vitesse, c'est qu'une seule des composantes. Parce que ce qui compte, c'est vraiment ce pattern de poser des pieds au sol pour déterminer à quelle allure se déplace le cheval. Donc, la locomotion, elle peut être influencée par la posture, c'est-à-dire qu'un cheval qui se tient plus ou moins bien, eh ben, il va avoir une qualité de locomotion qui va être plus ou moins bonne. Et ça peut aussi être nuancé par d'autres aspects qui vont relier en fait, on va dire les fonctions cognitives et psychologiques du cheval à son déplacement dans l'espace, qui relèvent de la psychomotricité ou de la proprioception par exemple. On en parle de plus en plus, autant chez l'humain que chez l'équin d'ailleurs, mais l'amélioration de la locomotion par le développement des qualités psychomotrices et j'ai perdu le mot. Proprioceptive. Voilà. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, peut-être un peu trop à la mode aujourd'hui, mais qui n'est carrément pas à négliger, quoi. Voilà, pour ces grandes notions. Ok. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que, donc, j'essaie de résumer vraiment en 2 phrases. En fait, la conformation, elle est ce qu'elle est, alors que la posture, elle n'est pas figée. Donc, ça veut dire, c'est ça, hein? C'est ça. Je dis pas de bêtises là. Ok, parfait. Donc, en fait, ça veut vraiment dire qu'en prenant conscience de ce qui est de l'un ou de l'autre, on va pouvoir venir travailler la posture pour, en fait, atteindre un idéal que l'on veut dans notre travail, ou en tout cas permettre aussi à son cheval de se sentir mieux dans son corps. Une fois de plus, par rapport à ce que l'on en attend. Donc, ça veut bien dire qu'à l'instant T, si on est capable de noter ses observables et de se faire aider, hein, on n'est pas obligé de le faire tout seul, on va pouvoir décider ou pas de s'équiper à cet instant T ou pas. C'est-à-dire, et là, en plus, pour moi, je reboucle avec la question du débourrage, mais ce n'est pas forcément que à ce moment-là dans la vie du cheval. Un cheval qui est au repos depuis des années et qui pour autant qu'on a envie de remettre petit à petit au travail, ou je pense par exemple à des poulinières qui ont pouliné pendant un certain temps et qui n'ont pas forcément travaillé ou qu'on veut remettre, bah en fait il faut se dire ok, qu'est-ce qui est de la conformation, de la posture qui a été prise parce que ça fait des années justement qu'on ne demande rien. Ah, c'est peut-être pas le bon moment pour m'équiper, je vais faire les bases, c'est-à-dire du travail à pied, faire un peu comme ça, on parle vachement de gymnastique de maintien maintenant pour l'humain, qui est en fait un peu du postural au final, ou même le yoga, c'est-à-dire de se remettre en forme physiquement d'une certaine manière avant d'aller équiper le cheval pour pouvoir ensuite en fait aller pratiquer entre guillemets un sport
ou une équitation qui va être plus axée sur le dressage ou plus axée sur le CSO ou alors même plus axée, je sais pas, sur l'endurance, etc., etc. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, là, ce que tu soulèves comme point, c'est ça relève tout bonnement de la préparation physique. Et on le sait, chez le sportif humain, la préparation physique, elle est hyper importante. Et je sais pas, imaginons un mec qui fait les JO en natation, il fait pas que de la natation pour être performant. Il va courir, il fait des étirements, il va à la salle de sport, il fait de la muscu, du renfort musculaire, du gainage, etc., etc. Et chez le cheval, c'est un peu le problème, c'est que cette notion de préparation physique, elle a vite été oubliée en fait. Alors que on regarde chez les anciens, la notion de travail dans ce qu'on appelait l'école des aides, puis la basse école, c'était fondamental chez n'importe quel cheval avant qu'on le spécialise, que ce soit dans le complet ou dans le CSO. Euh, et tout le travail de dressage de basse école, en fait, c'est juste des gammes de répétitions pour que le cheval apprenne à utiliser son corps dans différents équilibres et qu'on vienne chercher le renforcement musculaire de tel ou tel groupe de muscles, de telle ou telle posture, etc. Donc, euh, tout ce travail-là, il se fait à cheval, mais évidemment, il se prépare à pied. Et aujourd'hui, je trouve c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en prennent conscience. Mais moi, ça m'est arrivé assez fréquemment. Enfin, ouais, si, quand même. Ça m'est arrivé assez fréquemment de dire, écoutez, pour moi, votre cheval, il n'est pas prêt à être monté là. Donc, ce serait bien que, euh, enfin, en fait, ça sert à rien que je vienne tout de suite maintenant pour vous trouver une selle, parce que, bah, il a été arrêté X mois, et donc là, tout de suite maintenant, vous voulez le remonter, mais ça sert à rien de le remonter maintenant. Travaillez-le pendant un mois ou deux à la longe, aux longues graines, enfin, faites ce que vous voulez, mais faites-le à pied. Remettez-le en état, remettez-le en souffle. S'il faut, faites-lui perdre du poids, travaillez avec une nutritionniste. Clairement, dans sa posture, on voit qu'il a mal au bide, faites-le voir au vétérinaire. Enfin, en gros, faites en sorte de préparer son corps au fait d'être monté. Mais si moi, je travaille aujourd'hui dessus et que je vous vends une selle, ou que je vous adapte une selle, vous paierez mon intervention pour rien, parce que juste, c'est pas le moment. Donc ouais, cette notion de préparation physique en amont, elle est cruciale. Et c'est un point hyper important parce que quand on passe de cavalier à propriétaire, on n'a pas forcément toujours cette notion en tête, tout simplement parce que c'est pas toujours le rôle du poney club. Alors je sais pas si on peut parler de rôle, mais en tout cas, ce n'est pas forcément le lieu où on apprend à faire ça. Et pour autant, quand on devient propriétaire, à moins de monter son équipe et autour de nous, et d'en prendre conscience, finalement, on doit jouer et le rôle du préparateur physique et le rôle du responsable du cheval, puis le rôle Ah du oui, oui. cavalier, etc., etc. Ah oui, oui, mais il y a énorme. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a très très peu de centres équestres, enfin d'endroits où on apprend l'équitation, où on apprend plus que l'équitation. Et être propriétaire, c'est pas qu'une question d'équitation, loin, très très loin de là. Être propriétaire, c'est être à la fois, je sais pas, manager, chargé de relations publiques, préparateur sportif, psychologue de son cheval, quoi. Je crois que c'est d'ailleurs toute la logique derrière, enfin la volonté et la logique derrière ce podcast, c'est aussi de pouvoir aider tous ces gens qui deviennent propriétaires à bien se rendre compte que, alors après, il y a bien sûr une question d'ambition, de qu'est-ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on a envie de mener sa relation, sa pratique, etc., etc. Mais le rôle du propriétaire est fondamentalement euh, complètement différent du rôle du cavalier et il n'y a pas d'école pour se préparer. Donc en fait, on plonge un peu dans le bain Oui. et on se dit ok, voilà, donc là il faut que je pense à ça, là il faut que je pense à ça, là il faudrait que je pense à ça. Et effectivement, la préparation physique est par contre pour moi hyper importante parce que effectivement, en club, elle est assurée normalement par d'autres personnes, donc c'est toute une étape que l'on ne voit pas. Nous, on arrive, on est super content, une demi-heure avant notre prise, ok, on brosse notre cheval, etc. On fait un peu de grooming, mais
Mais notre cheval, il a été préparé et il est préparé par plein de gens, en fait, pour qu'on puisse faire notre heure de pratique. Et ça, on... parfois, en fait, on l'occulte complètement parce qu'en fait, on ne le voit pas, on n'y assiste pas. Et du coup, on peut pas. Enfin, c'est plus difficile de le reproduire, enfin, déjà de le concevoir puis de le reproduire. Donc, de vraiment s'accompagner de professionnels qui vont nous apprendre à observer notre cheval et à nous expliquer comment faire, c'est un peu un indispensable si on veut vraiment avoir une pratique de l'équitation, en fait, avec son cheval. Bah, concrètement, quand tu montes en centre équestre, ce que tu... En fait, c'est même pas... Enfin, t'apprends l'équitation, mais tu consommes de l'équitation. Et le cheval, c'est juste l'instrument de l'équitation, c'est tout. Alors que quand t'es propriétaire, sauf à être propriétaire très fortuné et que tu peux te permettre de payer des gens qui vont travailler ton cheval, qui vont le groomer, qui vont en gros tout le gérer pour que toi tu puisses continuer à ne consommer que de l'équitation. Mais d'une part, bah, ça coûte tellement cher de faire ça qu'il y a assez peu de gens qui peuvent se le permettre. Et d'autre part, euh, je crois que ça n'est clairement pas la volonté de la majeure partie des gens qui sont propriétaires de chevaux aujourd'hui parce qu'ils veulent avoir un cheval parce qu'ils aiment les chevaux, pas parce qu'ils sont passionnés d'équitation. L'équitation, c'est comment dire, tu peux, tu peux pas faire d'équitation sans cheval, mais tu peux avoir un cheval sans être équitant, tu vois. Et les gens, quand ils achètent des chevaux aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout pour la relation au cheval. Et il se trouve qu'ils montent dessus et qu'ils font des trucs avec, et ça, c'est hyper cool. Mais c'est clairement pas. Enfin, c'est clairement pas ce qu'ils font la plupart du temps quand ils sont avec leur cheval, quoi. Et je connais plein de gens d'ailleurs qui, depuis qu'ils ont des chevaux, ont arrêté de monter à cheval. Parce que, bon, déjà, parce que quand ils les ont chez eux, ils passent plus de temps à réparer les clôtures et les abreuvoirs et à mettre du foin et des trucs comme ça. Mais Oui, surtout il y a parce que, toutes les corvées à faire qui prennent beaucoup de temps. En fait, on passe beaucoup ouais, plus de temps autour de son cheval que sur son cheval quand on devient propriétaire, quoi. ouais, clairement. Et puis, enfin, je connais même des personnes bah, qui juste kiffent le principe de lâcher le cheval dans le jardin et prendre l'apéro ou bouquiner et juste profiter de la présence du cheval sans pour autant avoir envie ou besoin d'être sur son dos. Et, euh, et je connais des centres équestres hein, où il y a une approche très différente de l'équitation et où justement on t'apprend à approcher le cheval. Et c'est une approche qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus recherchée, surtout par les parents, parce qu'ils se rendent compte déjà qu'au lieu de se débarrasser de leur enfant 1 heure le mercredi après-midi, ils peuvent s'en débarrasser l'après-midi entière. Et donc ça, ils sont contents. Mais, euh, mais c'est surtout qu'ils se rendent compte que le fait que le gamin apprenne à s'occuper du poney, à aller le chercher, à assister au travail de l'ostéopathe, à apprendre à le faire monter dans un van ou des trucs comme ça responsabilise l'enfant, ça lui apprend plein de trucs sur la vie et c'est beaucoup plus valorisant comme école de la vie le cheval que l'équitation, tu vois. Donc, Oui, enfin voilà, c'est apprendre à savoir s'occuper de quelqu'un. On ouais, va pas dire quelque chose, hein, le cheval n'est pas un objet. mais d'un être Mais vivant. oui, voilà, d'un être vivant. Et c'est un apprentissage précieux en fait pour la suite, tout court. Carrément. Carrément, ça t'apprend des valeurs, ça te montre plein de trucs en fait. Et, euh, et enfin, c'est vraiment chouette. Mais bon, on dérive par rapport au sujet initial. Pour toutes celles et ceux qui chercheraient un moment pour faire une pause, le voici. Nous en sommes à la moitié de notre échange avec Eugénie. Mais pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient continuer sans s'arrêter, c'est reparti. En fait, est-ce qu'on pourrait commencer par la base, c'est-à-dire finalement
de quelle manière une selle est faite pour comprendre justement de quoi elle est composée, et qu'est-ce qui va être important à regarder, heu, bah, voilà, pour voir si elle gêne ou pas notre cheval. C'est comment on fait, ne serait-ce que même si on a décidé, de travailler avec un saddle fitter, c'est pas la question, mais de pouvoir parler le même langage au moment où on teste sa selle. Alors, on va expliquer en podcast sans pouvoir montrer les différentes parties et tout, c'est un peu un challenge que tu me poses là. Les grandes lignes. Donc dans les grandes lignes, pour savoir quelles sont les différentes parties de la selle, il faut comprendre déjà à quoi ça sert, quelle est sa fonction. Pour moi, la selle, c'est un outil, ça c'est vraiment la base. Et en tant qu'outil, en gros, elle est utile ou elle est inutile. Tu vois, je fais souvent la comparaison avec des tournevis. Tu dois visser une vis avec une tête cruciforme. Tu prends un tournevis cruciforme. Si tu prends un tournevis plat ou un tournevis en étoile, juste ça sert à rien. C'est mort. Il faut que tu aies non seulement la bonne forme, mais que tu aies en plus la bonne taille et que ce soit adapté à l'usage que tu veux en faire. Donc, la fonction de la selle, elle est double. Elle est pour le cheval de l'aider à porter son cavalier, donc de répartir le poids du cavalier sur les muscles de son dos. Et pour le cavalier, la selle, elle a comme objectif, comme mission, de l'aider à se stabiliser. Donc la selle, elle remplit ce double rôle en permanence. Elle aide le cavalier à se stabiliser sur le dos de son cheval et elle aide le cheval à porter son cavalier. Et si on se place du point de vue de l'ergonomie, une selle, c'est une orthèse. Donc c'est une structure externe qui est façonnée et adaptée pour remplir une fonction. Une orthèse, c'est quasiment jamais quelque chose de souple. Une orthèse, souvent, c'est rigide. Tu vois, par exemple, tu te fais une entorse de la cheville, on te fait une petite botte en plastique. Si tu pars du principe que tu dois stabiliser le corps du cavalier sur le corps du cheval qui est en mouvement permanent, il faut amener un élément de stabilité, donc une forme de rigidité. Et de la même façon, si tu veux faire une bonne répartition du poids du cavalier sur les masses musculaires du dos du cheval, il te faut un porte-bagages. Et un porte-bagages sur un vélo, c'est jamais mou, c'est pareil. Donc si tu veux, pour moi, on évacue assez rapidement d'emblée tout ce qui est tapis de monte-accru et selle sans arçon, au sens où la fonction de répartition du poids et de stabilisation est bien moins efficace que quand on a un arçon rigide. Le problème un peu de ces trucs-là. Alors, je dis pas que c'est pas intéressant, hein. Pour moi, c'est très intéressant de savoir monter à cru, par exemple, du point de vue du cavalier pour travailler sur la motricité fine, pour travailler sur l'équilibre, pour travailler sur le lion, etc. Mais c'est moins agréable pour le cheval à porter, tu vois. Donc, le principe du sans arçon, c'est que pas d'arçon, pas de problème, tu vois. Sauf que c'est un peu simpliste. L'arçon, il a un vrai rôle, mais du coup, il est aussi très compliqué à adapter. Pour moi, une selle, c'est d'abord et avant tout un arçon. L'arçon, on le voit quasiment jamais, c'est le squelette. Quand on le voit sur une selle, soit c'est qu'elle a été conçue comme ça, soit c'est qu'il y a un problème. C'est comme toi. Quand tu vois un os de ton corps en vrai, c'est qu'il y a un problème. C'est que il te manque un bout de peau ou que tu t'es fait une fracture ouverte. C'est pas censé, tu vois. C'est pas une bonne nouvelle en soi. Non, 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 non. Ou alors c'est que t'es mort. Ouais. Mais bon. Donc voilà, l'arçon de la selle, pour moi, c'est la partie la plus importante. Et de sa forme, de ses angles, de sa longueur, pour le coup, de la conformation de l'arçon, dépend la réussite ou non de la selle. Ce qu'il va y avoir autour, que ce soit le siège, les matelassures, les quartiers, etc., c'est de l'habillage. Et donc en fait, une selle, c'est d'abord et avant tout une structure,
Et l'habillage va compléter la structure et lui permettre de remplir du mieux possible sa fonction première, que je rappelle, à savoir répartir le poids du cavalier sur les masses musculaires du dos du cheval et aider le cavalier à se stabiliser. Donc, voilà en gros pour la conception de la selle et Ok. son Donc c'est vraiment par l'arçon qu'on va juger de l'état de sa selle. Ouais, De si elle est, enfin, en tout cas, si déjà elle est en bon état. oui. Mais donc comme il n'est pas visible, comment on fait justement pour juger de l'état de cet arçon? Alors, il y a deux choses à savoir. C'est que déjà, la selle, elle se juge intrinsèquement, hors de toute question d'adaptation, surtout quand on achète une selle d'occasion, par exemple. C'est-à-dire que soit on est capable, soi-même en tant que cavalier, de faire des tests de solidité de l'arçon, soit on l'a fait expertiser, tu vois, c'est un peu comme quand tu achètes une bagnole d'occasion, quoi. Tu prends un peu moins de risques si tu achètes une bagnole d'occasion directement, Par un garage. voilà, à un garage. Bon, a priori, quand tu achètes une voiture d'occasion, tu fais quand même un contrôle technique, mais tu payes une prestation de vérification que tous les points euh, qui sont potentiellement des points de danger ou du moins des points de sécurité sont OK, tu vois. Pour les selles d'occasion, typiquement, ça devrait être la même chose. C'est-à-dire que quand tu l'achètes à un professionnel, tu prends a priori moins de risques si le professionnel est bon, mais tu peux toujours tomber sur un escroc ou juste quelqu'un qui est mal formé et qui connaît rien. Euh, mais donc, pour moi, une selle, et surtout un arçon de selle, ça se vérifie à deux égards qui sont d'une part, est-ce qu'il est cassé ou pas. Donc pour ça, on fait des tests de flexion et de torsion sur l'arçon. On le fait avec les bras et avec les genoux. On pousse avec le genou dans le creux du siège de la selle pour sentir s'il y a de la résistance ou pas. Donc comme c'est censé être une structure rigide, ça ne doit pas plier. Si ça plie ou que ça fait crack, c'est pas bon signe. Et si on a le moindre doute, on fait vérifier, on fait contrôler. Donc ça, c'est sur la solidité. Et un arçon, ça ne se répare pas. Ça se change ou on déclare que la selle, elle est économiquement morte si c'est une vieille croûte et que y en aurait pour plus cher de changer l'arçon que de racheter une nouvelle selle. Euh, et le deuxième truc, c'est est-ce que l'arçon, il est droit ou est-ce qu'il est voilé ou tordu, vrillé. Parce que ça peut arriver aussi avec l'utilisation, que l'arçon devienne complètement dissymétrique et que du coup, il soit plus bon à l'usage. Et là encore, c'est pareil, ça se redresse pas, un arçon voilé, ça se change. Du coup, ça veut dire que enfin, je continue sur l'arçon. Il y a plusieurs matières qui sont utilisées aujourd'hui pour les arçons. Ouais. Si tu parles de voilé, je suppose que c'est qu'on a probablement encore des arçons en bois. Tu peux aussi tordre un arçon en plastique, hein. C'est quoi les principales matières justement de l'arçon? Tu vas voir. Disons que la matière principale, d'un point de vue classique, c'est le bois lamelé collé. Et puis après, de plus en plus, les fabricants utilisent des matériaux synthétiques, que ce soit des composés carbone, du Kevlar, du plastique. Et puis les plastiques, plastique, ça veut tout et rien dire en fait. Un plastique, c'est un composé pétrochimique, tu vois. Donc ça peut être des polymères avec différentes propriétés mécaniques et chimiques qui font que ça va se comporter de telle ou telle façon. Ça peut être de la résine aussi, ça peut être de la fibre de verre, enfin tous les matériaux qui ont une certaine rigidité et qu'on peut façonner. Donc ça, c'est vraiment des choix selon les fabricants et selon ce qu'ils cherchent à obtenir comme résultat. Parce qu'en fonction des propriétés mécaniques de tous ces matériaux, il y a il y a des incidences sur le comportement de l'arçon entre le cavalier et le cheval, et donc il y a une incidence sur la communication que tu établis entre le cavalier et le cheval. Là, c'est vraiment hyper technique, donc on va pas creuser plus loin. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que
il y a plein de matériaux possibles qui existent, qui ont des comportements différents et qui correspondent plus ou moins bien à tel ou tel usage et à tel ou tel type de... On en revient toujours au même, hein, de communication et de ressenti entre le cheval et son cavalier. Ok. Du coup, est-ce qu'une selle peut devenir trop vieille? Ouais, C'est-à-dire carrément. si une selle a 30 ans, mais que l'arçon est toujours en bon état, est-ce qu'on peut considérer que c'est une vieille selle? Est-ce que, enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Est-ce qu'elle peut devenir trop vieille et par trop vieille, j'entends vraiment à un moment donné, ben voilà, savoir que on prend un risque à l'utiliser ou à la racheter. Justement, on a parlé de selle d'occasion, ou bah parce que sa conception a été faite à une époque où il n'avait peut-être moins de connaissances et qu'elle est peut-être plus adaptée, on va dire, à ce qu'on sait aujourd'hui et à assurer les deux fameuses fonctions dont tu as parlé, qui sont la répartition du poids du cavalier sur les muscles du cheval et assurer la stabilité de ce cavalier. Je pense à vraiment des vieilles Alors, aisselles. c'est c'est une vaste question et je te dirais qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de réponse facile à ça. Mais pour moi, plus qu'une question de vieillesse, je te parlerais plutôt d'une question d'obsolescence. Ok. Tu fais la Ouais. différence? Oui, oui, complètement. C'est pas une question d'âge en fait. T'as des selles qui ont 40, 50, 60 ans, euh, dont la structure est encore parfaite et qui, moyennant un petit relifting on va dire des composantes qui peuvent avoir tendance à s'user le plus rapidement, qui sont généralement les contre-sanglants et les matelassures. On va dire que c'est les parties consommables de la selle qu'il faut changer assez régulièrement. Mais si les matériaux de base sont bons et sont sains, il n'y a pas de problème. Et à l'inverse, tu vois, aujourd'hui, dans la sellerie, c'est un peu comme dans tous les secteurs de manufacture. Euh, pour inciter les gens à racheter, ils font des trucs qui sont moins solides et qui durent moins longtemps. Tu vois, j'ai travaillé avec des cavaliers pros, des mecs qui montaient 10 chevaux par jour. En un an, leur selle, elle était défoncée. Il y avait des trous dans les quartiers, et c'est des selles d'une valeur de 4 ou 5 000 balles, hein. Mais c'est juste que Le choix des matériaux. le choix des matériaux, il est pas... Il est fait selon un critère de production qui n'est pas un critère qui me correspond à moi dans ce que je vais rechercher. Moi, je suis plutôt en mode développement durable, tu vois, donc j'aime bien travailler sur des produits de qualité dont je sais qu'ils vont durer dans le temps et tu vas faire une fois un investissement peut-être, mais par contre, euh, comme disait ma grand-mère, on n'est pas, tu vois, genre on n'est pas assez riche pour se permettre de payer des trucs pas chers, tu vois, qui vont du coup pas durer. Mais aujourd'hui, dans la sellerie, c'est même plus vrai parce que tu vas payer des trucs très chers et malgré tout qui durent pas. Donc c'est un peu des... en fait, ça dépend complètement de la philosophie derrière la fabrication. Est-ce que tu es sur quelqu'un qui va te faire de l'obsolescence programmée ou pas, de façon volontaire? Et est-ce que tu es sur un cellier qui va utiliser des matériaux sur lesquels il va favoriser soit le côté durable et la longévité, la robustesse, soit au contraire un truc un peu fin, un peu joli, mais du coup qui serait un peu fragile et là, encore une fois, je te dirais que chacun voit midi à sa porte du point de vue du consommateur, parce qu'il y a des gens que ça dérange absolument pas, tu vois, d'avoir des trucs qui sont très jolis mais qui sont fragiles et qui durent pas. Mais ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que la selle, elle est soumise à des torsions, à des pressions, à des frictions qui sont hyper fortes. Euh, et du coup, bah, c'est un objet, à mon sens, qui doit quand même avoir une certaine robustesse. Et tu vois, qu'on parle de cuir ou de matériaux synthétiques, euh, pour les matériaux de revêtement en tout cas, euh, il y a vraiment différentes qualités, quoi. Et moi, c'est un truc auquel j'ai toujours fait très attention quand je choisissais des partenaires commerciaux, donc des celliers dont j'allais proposer les produits à mes clients. C'était c'était qu'il fallait que ce soit solide et que ce soit robuste. Et tu vois, il y avait même des marques qui proposaient plusieurs gammes de cuir. Et il y avait des gammes de cuir que je déconseillais explicitement à mes clients en disant: je suis désolée, mais ça tient pas dans le temps. Donc, voilà.
Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. C'est des modes de consommation, c'est des modes d'utilisation et on choisit. Ok. Euh, Ce qui veut dire qu'en fait, finalement, la manière dont on fait les selles n'a pas forcément méga évolué. C'est plutôt la manière dont on choisit les matériaux et nous, notre manière de savoir comment adapter la selle en fait au cheval qui a surtout évolué. Si tu veux, pour moi, en termes de design, de conception et même on va dire, de process manufacturier au niveau des selles, la sellerie, elle est bloquée quelque part entre 92 et 95, tu vois. 1992 et 1995. C'est-à-dire que clairement, on a 30 ans de retard. Il y a des process manufacturiers qui sont mais juste hallucinants de non-évolution, quoi. Euh, Pourquoi, comment, je pense que le fait que ce soit une industrie qui est d'abord et avant tout traditionnelle, ça fait que ça évolue pas. Et pourtant, je te dirais que paradoxalement, euh, certaines des selles que j'ai vues qui allaient le mieux à des chevaux et à des cavaliers, c'est parfois des selles qui avaient 30, 50 ou même 100 ans, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 ans, et je pense, tu vois, notamment aux selles, ce qu'on appelle les selles d'officiers ou les selles d'armes, qui étaient utilisées du coup, on va dire fin 19e, début 20e. C'est des selles qui étaient faites pour des militaires qui faisaient des campagnes à cheval, et donc qui passaient des heures et des heures et des jours et des jours et des semaines à cheval. Et ils avaient un cheval par bonhomme. Et le cheval, il devait être capable physiquement de tenir pendant tous ces kilomètres avec le mec sur le dos et tout le barda, etc. Donc en fait, ils avaient tout intérêt à faire hyper gaffe à la conception et au choix des matériaux, alors qu'aujourd'hui, on est dans une équitation qui est beaucoup plus consumériste et où, du coup, je te dirais que la majeure partie des cavaliers, ils changent de selle tous les 3 ans. Hein. Donc, pour un cavalier qui change de selle tous les 3 ans alors qu'il monte que 3 fois par semaine, que la selle, elle n'est pas forcément une top conception ou des bons choix de matériaux, euh, c'est pas forcément grave, tu vois. Donc, je pense que là, c'est plus le changement de paradigme dans la consommation de l'équitation enfin de l'équitation, du fait de monter à cheval, qui a un impact sur les process manufacturiers et donc qui fait que bah, les choses elles évoluent, puis elles évoluent pas forcément dans le sens le plus intelligent en tout cas. Ok. C'est assez intéressant. Là, tu dis qu'effectivement, il y a des cavaliers qui changent à peu près tous les 3 ans. Du coup, est-ce que c'est lié justement à l'évolution du corps du cheval et de la pratique? Ou est-ce que c'est vraiment une question de goût et de couleur? Euh, En tout cas, la logique voudrait que ce soit plus dans l'évolution du travail et du coup de la posture. Si l'être humain était un être de pure logique et de pure rationalité, ça se saurait. Euh, non, je dirais que le fait de changer de selle, il est souvent plus motivé par l'évolution du couple, que ce soit là, je dirais que c'est assez indifférent que ce soit entre une évolution, on va dire, morphologique ou une évolution en termes comment dire, de technique, de recherche technique et de niveau de progression dans le sport équestre. Euh, je dirais que c'est quand même plus souvent ça qui motive les changements de selle que juste la selle qui est devenue trop vieille. Il y a un autre truc qui est que on est quand même toujours à vouloir faire mieux en tant que cavalier, tu vois. Et donc on se dit, quand on a un peu fait le tour d'une selle en termes des sensations qu'elle peut nous apporter et tout, on a un peu aussi tendance à se dire, oh bah je changerais bien pour voir si en essayant tel ou tel nouveau design, nouvelle marque, machin, je peux pas moi avancer et évoluer dans mon équitation. Euh, Parce que même si, enfin, il y a un peu ce truc bizarre quand même qui est que il y a beaucoup de gens qui négligent complètement
l'importance que peut avoir la selle dans la qualité de leur performance du point de vue de sa conception même et de son adaptation. Et pour autant, ce type de comportement, ça montre quand même que les cavaliers, ont conscience que la selle, elle est importante dans la qualité de leur progression technique. Mais c'est juste que souvent, ils se focalisent pas sur les bons trucs. Et ça, pour moi, c'est un manque d'éducation et de recul sur qu'est-ce qu'une selle peut faire pour moi. Enfin, une selle, je parle d'une selle, mais ça peut être une embouchure, ça peut être un bridon, ça peut être une sangle. Et quand tu vois la diversité des offres de conception qui sont proposées et toutes ces pseudo-innovations qui sortent toutes les 4 matins avec la nouvelle tétiercie, la nouvelle muserolle ça, la nouvelle sangle truc, tu te dis que les fabricants ont quand même bien compris ce qui poussait les cavaliers à passer à l'achat. Tu vois. Mais là, bon, on est plus dans du marketing et je pense que le, le marketing, il est beaucoup plus puissant dans le choix de l'équipement d'équitation que comment dire, que la conscience réelle de l'importance de choix d'un bon équipement. Et surtout, plus que de la conscience, c'est même de l'éducation à savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon équipement et comment ça se choisit. Ça me donne envie de poser une question de revenir un peu au cheval là. Parce que du coup, donc là on parle de vouloir faire évoluer sa pratique, ou en tout cas de ressentir le besoin de faire évoluer sa pratique, mais est-ce qu'à un moment donné, notre équipement peut ne plus convenir à notre cheval et est-ce qu'il a des manières de nous l'indiquer très clairement? C'est-à-dire des réactions, des comportements qu'il n'avait pas et qui peuvent se mettre à se déclarer parce que justement, en fait, petit à petit, notre matériel était adapté, on va dire, il y a 1 an. Et puis, on a évolué, son corps a changé, notre travail a changé, et puis la selle ne repose plus correctement. Et du coup, peut créer une gêne. Ah, mais clairement. Ce qu'il faut se dire, c'est que au début, quand tu choisis une selle pour ton cheval, tu sais pas ce qu'il faut que tu achètes en termes de dimension, en termes de... Donc, tu prends un peu un truc au pif, tu le mets sur le dos de ton cheval, puis tu te dis, bon, bah, la selle, elle va pas. Parce que c'est un mauvais choix de selle. Mais, à partir du moment où tu as une selle adaptée, et que tu travailles sérieusement ton cheval, même s'il n'y a pas de, tu vois, de genre, le cheval, il est arrêté pour tendinite, ou de trucs qui font que tu as un arrêt de travail, mais à mesure que tu progresses dans le travail, ton cheval évolue physiquement. Et c'est d'autant plus vrai quand tu pars, par exemple, d'un jeune cheval et que tu vas vers un cheval d'âge mûr, ou que tu pars d'un cheval qui n'est pas en bon état physique et que tu vas, par le travail, améliorer et muscler sur la posture et la locomotion de laquelle tu vas bosser. Sauf que la selle, elle évolue pas en même temps que le cheval. Donc finalement, là, la question, c'est plutôt de se dire, c'est le cheval qui va plus sous la selle, tu vois. D'où l'importance d'avoir un suivi avec son sellier ou son saddlefitter ou son ergonome, peu importe, tu l'appelles comme tu veux, le bonhomme qui vient travailler avec toi, ou la bonne femme. Mais la notion de suivi, elle est déterminante parce que le cavalier change et le cheval change, parce que ce sont des êtres vivants, et la caractéristique numéro 1 du vivant, c'est son impermanence, donc sa capacité à être en permanence en évolution. Et par évolution, c'est pas forcément du progrès au sens amélioration, hein. Ça peut être une dégradation pour X ou Y raison. Oui, le changement, quoi. Voilà. Mais le matériel, lui, il évolue pas, tu vois, c'est pas comme si ta selle, elle se levait un matin de son porte-selle, elle s'étire et tout, puis elle dit aujourd'hui j'ai décidé que j'irai plus sur le cheval sur lequel j'ai été adaptée, tu vois. C'est un outil, c'est un objet, ça n'a aucune volonté propre et ça n'a même, à part les matelassures qui peuvent évoluer, l'arçon qui peut se déformer un petit peu, mais c'est pas la selle qui va plus aller au cheval, c'est le cheval qui va avoir évolué
et ça va faire que c'est le cheval qui ira plus sous la selle qui, à la base, lui allait bien. Donc là, le suivi, il est vraiment hyper important. Par principe, moi, j'indique à mes clients qu'il faut qu'ils restent attentifs à 2 choses, qui sont, les signaux comportementaux de la part du cheval. Donc si le cheval, il commence à rechigner, à être scellé, à râler à l'approche du tapis de selle ou à essayer de mordre quand on le sangle, alors que c'est quelque chose qu'il faisait pas du tout, ça peut être un signe que la selle ne lui convient plus. Bon, ça peut aussi être un signe que il s'est mis à avoir des ulcères, par exemple, ou qu'il a mal au dos et qu'il faut voir l'ostéo parce que il a fait l'andouille au pré et qu'il s'est coincé en se roulant, tu vois. Oui, mais c'est un moyen de communiquer que d'un coup, il y a un truc qui va plus et du coup, faut enquêter. Bien Et la sûr, selle enfin, doit faire partie, le matériel, l'équipement doit faire partie de l'enquête, en bien tout cas. sûr. Mais je dirais que quand un cheval se met à manifester des signaux comportementaux euh, qu'on peut qualifier d'indésirables, mais qui sont en fait juste l'expression d'un mal-être, euh, c'est souvent parce qu'il y a une douleur. Donc, avant d'aller faire vérifier sa selle par le saddle fitter, je dirais qu'il faut d'abord vérifier au point de vue veto, ostéo, tu vois, s'il y a pas quelque chose dans le corps du cheval qui le rend douloureux. Donc ça c'est le premier truc. Et puis après, bon, t'as des chevaux, tu sais, qui sont pas très expressifs, qui sont un peu introvertis et tout, et eux, tu vas pas forcément avoir de signaux comportementaux particuliers à interpréter, parce que juste ils disent pas trop grand chose, tu vois, donc ça peut être des trucs tellement subtils que tu les loupes, tu vois, mon ancien cheval qui était un cheval hyper introverti, quand ça allait pas, le seul signe qu'il me donnait, c'est qu'il retenait sa respiration quand je le sanglais, tu vois. Donc c'est quand même enfin, je veux dire, si tu le sais pas en amont et que t'es pas précis, enfin, t'es pas câblé sur ce niveau de précision et de subtilité du signal, tu passes complètement à côté du truc. Euh, donc le deuxième truc, ça va être quand tu vas commencer à avoir des problèmes dans ton équitation de façon large. Ça peut être des problèmes de locomotion, donc un cheval qui est un peu irrégulier, tu vois. Un cheval qui a du mal à faire des transitions montantes ou descendantes. Ça peut être un cheval qui tournait très bien, qui faisait bien ses voltes aux deux mains, puis d'un seul coup, la volte à main gauche, elle devient un peu plus compliquée. C'est un cheval qui avait pas de difficulté particulière dans la mise en main, puis qui d'un seul coup se met à être un peu rigide dans l'encolure, et puis qui est pas très bien. Ça peut être plein de trucs, en fait. C'est quand t'as un truc qui allait bien et qui d'un seul coup ne va plus, ou que tu sens que le progrès, il devrait passer, puis en fait, il passe plus, tu vois. Genre, t'arrives pas à améliorer la qualité, je sais pas, de tes changements de pied au galop, ou de tes... Quand tu sautes, bah, tu fais toujours... Précision. T'as toujours une sortie de combinaison qui est compliquée. Enfin, tous ces trucs-là, ça peut te mettre un peu la puce à l'oreille et te dire, ok, bah mon cheval, il performe pas comme il devrait performer, ou moi, je me sentais bien, puis d'un seul coup, je me sens plus bien, parce que on écoute le cheval, mais souvent, les cavaliers, ils ont très tendance à être focalisés sur leur cheval, mais eux, ils s'écoutent plus eux-mêmes. Et donc, tu vois, le fait de commencer, par exemple, en tant que cavalier, à se dire, ah tiens, bah ça fait 2 mois, en fait, que quand je descends de cheval, j'ai des tensions en bas du dos que j'avais pas avant. Ou, ah tiens, c'est bizarre, mes étriers, avant, j'étais réglé des deux côtés pareil, au trou numéro 8, par exemple. Et puis là, pour être bien, soit j'ai remonté ou j'ai redescendu d'un trou, alors que rien n'a changé. Ou tiens, d'habitude, j'ai pas de problème pour me tenir droit, et puis là, mon moniteur, il arrête pas de me répéter redresse tes épaules, t'es complètement avachi sur l'avant, ça va pas. Tu vois, donc c'est tous ces petits signaux-là qui peuvent pointer vers le cheval a changé, ou moi j'ai changé, et ou la selle, elle s'est tassée, et du coup, il faut faire quelque chose, il faut faire. Mais tel, comment dire, c'est tellement vaste comme symptôme possible et comme conséquence possible que de repointer ça vers la cause probable qui peut être la selle ou ça peut être complètement autre chose, c'est pas forcément évident. Donc je dirais que c'est quand même plus simple de hiérarchiser un peu les choses en mode euh, d'abord vérifier les corps à proprement parler, le corps du cheval, le corps du cavalier, et puis après vérifier le matos. Parce que si tu vérifies le matos mais que le problème il se situe pas au niveau du matos,
ça a servi à rien ce que tu as fait. Mais c'est difficile de, de savoir où placer ses curseurs, et c'est pour ça que, euh, tu vois, typiquement, les gens qui viennent d'acheter un cheval, je leur dis, avant de choisir une selle, commencez par connaître votre cheval. Commencez par le travailler à pied, commencez par passer du temps avec lui, essayez de comprendre comment il communique, faites passer et puis faites tout le contrôle technique, faites le veto, les dents, les pieds et l'ostéo, tu vois. Ça sert à rien de vouloir monter un cheval qui passe pas le contrôle technique. Et puis bah voilà, petit à petit, en fait, plus tu vas connaître ton cheval, mieux tu vas te connaître toi, et plus ça va être facile de discerner si le problème il vient d'un problème fonctionnel du corps, ou d'une déficience de l'équipement, ou de... Après, ça peut être 10 milliards de trucs. Ça peut être l'alignement des planètes, la couleur de tes chaussettes, enfin tu vois, c'est... Mais voilà, je dirais que... Oui, en fait, le process d'élimination, il se fait dans un certain ordre et finalement, le physique et le santé est plus facile à vérifier, ou en tout cas, il doit être vérifié en premier par rapport à l'équipement. Parce que comme tu dis, si tu as mal au ventre, d'un coup, tu n'as pas envie d'être sanglé. Pour autant, tu peux changer de sangle, ça t'enlèvera pas ton mal de ventre. Exactement. Exactement. Ok. Donc, On parlait du ressenti, enfin tu parlais du ressenti du cavalier et j'ai envie d'avancer juste là-dessus parce que j'ai vraiment... T'en as parlé dans la formation, donc c'est c'est marrant, ça m'a forcé à me plonger dans mes souvenirs de moi, ado. Et puis même dernièrement, quand je montais encore en club avant de voler de mes propres ailes. Euh, et en fait, je me suis dit, mais je me suis jamais écoutée. C'est-à-dire que je me suis même jamais posé la question. Euh, En fait, j'avais des chevaux où clairement, je ressentais pas du tout ce qui se passait sous moi. Donc typiquement, j'avais un cheval, enfin, c'est pas que je détestais le monter parce que c'est horrible, mais presque parce que je savais que j'allais passer 1 heure euh, en étant juste assise dans le bus, tu vois. C'est-à-dire, je vais tenter de faire ce qu'on me demande de faire, ouais. mais je me sentais pas du tout actrice de ce que je devais faire parce que, en fait, je ressentais absolument rien de ce que j'étais en train de demander. C'est-à-dire que je sais pas, je travaillais une tête au mur, une session à la jambe, j'étais incapable de sentir sous moi ce qui se passait. Est-ce que le cheval croise la papate ou pas du tout, quoi. Et du coup, c'était assez dur et en fait, parce, parce que je me rendais compte des fois que je demandais trop fort. Parce qu'à un moment donné, bah, du coup, je ne faisais plus l'exercice, je partais à faire autre chose. Parce qu'en fait, il y avait pas de ressenti. Et du coup, la culture du ressenti, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça se travaille, si ça se travaille pas. Euh, Mais à l'inverse, je voyais bien qu'il y avait des chevaux, je montais dessus et là, je sentais tout. C'est-à-dire que j'étais même pas obligée de regarder le pied sur lequel je trottais. J'étais capable de dire, ok, je suis sur le bon diagonal ou je n'y suis pas. Alors, j'avais pas baissé les yeux, j'avais même pas regardé l'épaule, je sentais les choses. Donc, forcément, ces chevaux-là devenaient mes préférés versus celui où j'avais l'impression d'être assise dans le bus. Et pour moi, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, est-ce que donc on revient à une adéquation euh, type de cheval, conformation du cavalier, conformation du cheval? Est-ce que le matériel peut être responsable de ce manque de ressenti? Comment on, comment on juge un petit peu ça? Parce que c'est pareil, le jour où on doit essayer une selle, finalement, personne nous a appris à essayer une selle. Et quand on reste enfin, je veux dire, on peut faire 10 ans de poney club, passer son galop 7 et entendre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire redresse tes épaules, baisse ta jambe, arrête d'avancer ta jambe, etc., sans jamais une seule seconde se poser la question de mais est-ce que en fait c'est pas parce que la selle me va pas et que je suis capable de le faire sur tel cheval mais pas tel cheval, donc peut-être qu'il y a une question de cheval, peut-être qu'il y a aussi une question de selle, et du coup, bah, comme je n'ai jamais appris à cultiver mon ressenti sur l'essai d'une selle, le jour où je dois choisir la mienne, en fait, c'est quoi les questions que je dois me poser au moment où j'essaie ma selle, en fait? Ouais, Désolée, c'est une très grosse question que je viens de c'est poser. c'est une question énorme et en même temps, elle est fondamentale. Effectivement, euh, je trouve que dans l'enseignement classique de l'équitation, la transmission
la transmission du ressenti, elle est souvent assez nulle. Alors, pour moi, ça commence déjà au niveau piéton et même, je dirais, au niveau sociétal. On n'apprend pas à écouter son corps, à écouter ses émotions, etc., etc. C'est même plutôt des choses qui sont un peu refoulées, un peu tabous, tu vois. Donc, il y a des gens qui sont naturellement très connectés à leur corps et à leurs émotions, à leurs sensations physiques, leurs sensations énergétiques presque, tu vois. Et il y a des gens qui ne le sont pas du tout, mais je veux dire, le potentiel, il est là, il est présent chez chacun d'entre nous, et sauf à avoir des gros problèmes au niveau du système nerveux ou à avoir vécu des traumatismes qui font que tu t'es coupé de tout ton ressenti, normalement, tu dois pouvoir apprendre à, à ressentir et à interpréter ce ressenti. Mais ça, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément quand je suis en consultation avec des cavaliers. C'est que je les guide justement pour travailler sur ce ressenti. Et je me rappelle notamment d'une cavalière avec qui j'ai beaucoup bossé pendant plusieurs années, enfin, qui est une top nana et qui est professionnelle, qui avait justement un de ces fameux centres équestres dont je parlais tout à l'heure, le centre équestre où tu rêves de mettre ton gamin tellement la relation qui est transmise au poney, elle est chouette et tout. Mais elle, quand elle montait à cheval, autant elle avait un très bon niveau technique, autant elle avait vraiment zéro ressenti. Elle était incapable de me dire je suis bien ou je suis pas bien dans une selle. Mais incapable, incapable. Et elle avait même une très mauvaise perception de ce que son cheval faisait, et donc j'étais obligée presque de choisir pour elle parce qu'elle était incapable de me dire oui ou non, tu vois. Pourquoi, comment, je sais pas. Donc, en travaillant avec elle, notamment, j'ai appris à aiguiser mon œil pour aller chercher les petits, on va dire les petits signaux comportementaux que ton corps va envoyer sans même que tu en aies conscience, tu vois. Une micro-contraction du muscle de la fesse ou la jambe qui va avoir tendance à fonctionner plus dans un sens que dans un autre, ou sachant que mon objectif permanent pour le cheval comme pour le cavalier, c'est de respecter la posture et le fonctionnement naturel et d'autoriser au corps de s'exprimer dans la plus grande amplitude de mouvement possible. Et donc du coup, voilà, en partant de cet exemple-là, j'ai vraiment appris à cultiver ça. Et j'en ai profité pour aller me former sur un autre truc qui me passionne, qui m'a toujours passionné, sur lequel je bosse depuis, pareil, les années 2008-2010, qui est la posture du cavalier et le fonctionnement du cavalier. Donc j'ai expérimenté plein de méthodes, enfin comme pour le saddle fitting, j'ai expérimenté plein de méthodes, je suis allée me former avec plein de gens, pour essayer de comprendre justement l'interaction précise entre la selle et le cavalier. Et c'est là que je me suis rendu compte déjà que selon les matériaux de la selle, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, on n'avait pas forcément les mêmes sensations qui venaient du cheval. C'est-à-dire que selon les personnes, selon leur profil moteur, selon ce qu'on appelle plus précisément leur préférence motrice, selon leur conformation, selon leurs habitudes, selon le style d'équitation pratiqué, tu pouvais aimer ou détester certains matériaux, certaines sensations, etc. Il y a des gens qui aiment bien avoir des selles à travers lesquelles ils ressentent tout du cheval, et il y a des gens que ça met complètement en panique d'avoir une selle qui, justement, envoie trop d'infos et qui préfère avoir un truc un peu plus, on va dire, filtrant dans la sensation. Et puis voilà, il y a des gens qui sont très dans leur corps, il y a des gens qui ne sont pas du tout, donc moi je leur parle pas de la même façon. J'essaye en fait toujours de trouver la façon qui va permettre au cavalier de se brancher sur son ressenti, mais il y a des gens, tu vas passer par des sensations physiques, il y a des gens, tu vas passer par est-ce que ça fait mal ou est-ce que ça fait pas mal, tu vois, c'est même assez binaire parce qu'ils ont tellement de pas de ressenti que la douleur, c'est un peu le seuil critique où commence à y avoir un ressenti physique.
il y a des gens qui vont être plus dans une recherche de fluidité, d'autres ça va être l'équilibre. Selon les personnes, en fait, on a, comment dire, une porte d'entrée qui nous est propre et qui nous permet de nous mettre en contact avec nos ressentis et avec ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et ça, pour moi, ça fait partie du travail du sellier. Pas du sellier dans son atelier, mais du sellier sur le terrain, donc du saddle fitter, du commercial, que d'accompagner le cavalier à se connecter à son ressenti. Il y a beaucoup de commerciaux, tu vois, qui vont dire oui ou non, mais qui vont pas t'expliquer pourquoi oui, la selle, elle te va, ou non, la selle, elle te va pas. Bon, il y a les très très mauvais qui vont te dire ah oui, oui, la selle, elle est fantastique, alors que ça va pas du tout. Et si toi, t'as pas de ressenti, bah, tu te fais bananer parce que tu pars du principe que l'expert qui est là, il t'a dit que c'était bon, donc c'est que c'est bon. Et il y a quelques années de ça, j'ai eu en formation un mec qui est qui est toujours enseignant d'équitation, cavalier jeunes chevaux, et qui a été commercial en sellerie pour des grandes marques françaises pendant pas mal de temps. Et puis donc, son rôle, c'était juste de vendre des selles. Et puis, il est venu se former avec moi parce qu'il s'est rendu compte que c'était un peu limité comme approche. Et il avait vraiment à cœur de faire bien les choses. Et je me souviens, en fait, pour son examen pratique, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise moi-même comme cavalière test. Et lui, il s'est mis dans sa posture de commercial et il a cherché clairement à me vendre la selle. Et donc, il était clairement avec sa casquette de commercial et il m'expliquait pas les choses. Il était juste en train d'essayer de me persuader que c'était ce qu'il me fallait. Et puis, le lendemain, donc du coup, je suis sortie de la séance, je savais pas trop quoi lui dire, j'étais un peu perplexe. J'étais là genre, je sais que c'est pas bon ce que t'as fait, mais je sais pas trop t'expliquer pourquoi. Et puis le lendemain, donc ce mec, il est cavalier de Hunter. Et moi, le Hunter, c'est une discipline que j'aime beaucoup, donc je lui avais demandé de me faire travailler avec mon cheval, parce que il restait là le lendemain. Et donc le lendemain, il me donne un cours. Et là, je me suis régalée. Mais régalée, parce que toutes ces indications, elles étaient hyper précises, hyper pertinentes. Il me disait, là, t'as senti quand t'as fait ta courbe, ton cheval, il t'a traversé un peu la jambe intérieure, machin et tout. Et en fait, je suis descendue de cheval et je lui ai dit, bon, écoute, je peux te dire deux choses, c'est que la première, tu t'es planté dans ton examen d'hier, et la deuxième, c'est que là, tu viens de te rattraper, et que j'ai enfin quelque chose à te dire, et je sais pourquoi. C'est que hier, t'as cherché à me vendre une selle, aujourd'hui, t'as cherché à m'expliquer ce que je devais ressentir. Mais en fait, tu m'aurais expliqué hier ce que je devais chercher à ressentir pour pouvoir choisir moi-même ma selle, alors j'aurais pu te dire quelque chose à la fin de la séance, et là, j'ai pas été capable de te le dire. Et pour moi, c'est vraiment ça, si tu veux, le rôle du professionnel qui aide les cavaliers à choisir leur selle. C'est pas de chercher à les convaincre que cette selle-là, c'est la mieux pour elle, enfin pour lui ou pour elle, c'est de chercher à expliquer, ok, là je te fais essayer cette selle-là, de ce que j'ai vu de ton cheval et de ce que j'ai compris de comment tu fonctionnes, je pense que ça peut fonctionner parce que. Donc, est-ce que tu peux te concentrer sur la sensation de ta jambe, le positionnement de ton bassin. Enfin, on va donner des indications et on va aider le cavalier à focaliser son attention sur telle ou telle partie de son corps ou sur telle ou telle sensation ou sur telle ou telle réaction que le cheval est susceptible d'avoir pour l'aider justement à prendre conscience des différentes choses. Parce que ce qui est, pour finir sur ce sujet-là, ce qui est hyper compliqué quand on est cavalier, et qu'on est en train d'essayer une selle, c'est qu'on est partie prenante dans l'essai de selle, donc on n'est pas en bonne position pour juger. Avoir un recul critique et une certaine objectivité sur ce qui est en train de se passer, en fait, c'est impossible. On ne peut pas être juge et partie. Donc c'est hyper important d'avoir quelqu'un à pied qui va faire un feedback ou au moins de se faire filmer. Ou de se filmer soi-même si on a un dispositif genre un pivot ou un truc comme ça, pour s'observer et essayer de mettre en corrélation une analyse visuelle et une analyse sensitive. Parce que
Le problème, c'est que quand on a monté très très longtemps avec une selle qui ne nous allait pas du tout, parfois nos repères, ils sont complètement faussés. Notre cerveau, il est mal calibré. Et donc, des fois, ça m'arrive en séance, hein, de voir le cavalier à cheval et de me dire, oh, le chantier, putain. Et donc, de faire exprès, de faire monter la personne avec une selle qui lui va pas du tout, mais genre qui va amplifier tous ses défauts à l'extrême, pour faire un reset dans le cerveau et faire en sorte que le cerveau il soit capable de comprendre ce qui va se passer après quand je vais mettre une selle qui va bien. Donc c'est quelque chose qui est... Autant sceller un cheval, c'est une chose qui est assez complexe, mais qui est gérable, une fois qu'on a compris comment ça devait marcher. Autant, du point de vue du cavalier, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on travaille souvent sur un être de projection. Quelqu'un qui a des idées, qui est capable d'émettre un avis, qui est capable d'avoir des préjugés, qui est capable de... Et donc là, de réussir à faire le tri dans tout ça, c'est c'est assez difficile, et c'est pour ça que l'analyse préalable, elle est aussi importante. C'est que plus on va avoir d'indices sur la façon que la personne elle a de monter, sur ce qu'elle aime, sur la relation qu'elle a avec son cheval, sur comment le cheval il évolue, plus on a d'indices là-dessus, et plus on va pouvoir comprendre comment derrière on va s'en sortir pour aider la personne juste à trouver le bon réglage et à avoir les bons ressentis vis-à-vis de son cheval. Et par bon ressenti, c'est pas forcément quelque chose euh, c'est pas forcément quelque chose d'idéal, c'est juste quelque chose qui correspond à qui elle est. Et là, je dirais que pour vraiment terminer, c'est le plus difficile dans mon métier, c'est de laisser comment dire, mes croyances et mes considérations sur ce qu'est l'équitation, ce qu'est un cheval qui va bien, ce qu'est un cavalier qui monte bien, de côté, et de rester au maximum ouverte et disponible euh, au couple que j'ai en face de moi, pour leur Objective. apporter ce qui est le mieux pour eux et pas ce qui est le mieux selon moi. Et c'est pas du tout la même chose. Hmm. C'est passionnant. C'est passionnant, juste en aparté. Donc, bon, bah, ça fait 1 an et demi, un peu plus, que je n'ai pas mis mes fesses sur le dos d'un cheval, en fait, du coup, depuis que j'ai ma jument. Et l'année dernière, je suis allée faire un stage postural pour le cavalier. Et donc, j'ai mis mes fesses sur un faux cheval avec juste un tapis de monte à creux. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais assise correctement sur un cheval. C'est assez fréquent. C'est Ouais. assez fréquent. Je vois beaucoup de gens qui savent pas s'asseoir correctement à cheval et qui, genre, ils ont une selle qu'ils adorent. Et à partir du moment où j'équilibre correctement la selle et où je les fais se positionner, du coup, par l'équilibrage de la selle correctement dans la selle, ils se rendent compte qu'en fait, la selle, ils sont hyper mal dedans. Donc, ça me surprend pas du tout ce que tu me décris là. C'est très, très bon. Euh, On pourrait y rester des heures. Je vais poser la dernière question, je te propose. Très rapidement, en fait, avec tout ce qu'on a dit, ça fait beaucoup d'informations, je pense, à digérer. Néanmoins, si on doit retenir quelques critères indispensables pour, en fait, pour au moment où on fait son choix, on va dire, quelles sont les questions à se poser, en fait, pour choisir un sellier et une selle sur, donc, que ce soit les choix de l'arçon, les choix de l'adéquation pour soi, les choix de l'adéquation pour son cheval, la capacité d'évolution de la selle peut-être. Voilà, est-ce qu'on arriverait à donner quelques 2-3 points clés qui sont ceux qu'on doit garder en tête justement au moment de choisir sa selle, ou en tout cas avant de commencer sa démarche pour choisir son équipement. Alors, je vais essayer de limiter ça à 3 points pour que ce soit facilement retenable. Mémorisable. Euh, le premier point, je dirais que quand on n'y connaît rien, quand on n'a jamais acheté de selle, c'est de se faire accompagner. De se faire accompagner par un bon sellier. Et pour savoir si c'est un bon sellier, il faut pas se limiter à une seule personne. Donc, il faut pas hésiter à appeler les gens ou alors envoyer des messages, enfin des mails,
et à échanger avec eux au préalable pour savoir quelle est l'éthique de la personne. Déjà, c'est hyper important, quelles sont ses valeurs, parce que pour moi, c'est un partenariat, donc tu travailles pas bien en partenariat avec quelqu'un dont tu partages pas les mêmes... Enfin, dont tu partages pas les valeurs, tout simplement. Et puis après, c'est de rencontrer les gens, voire de les faire bosser. Alors, c'est pas forcément évident, parce que de plus en plus, maintenant, le service comme ça, c'est payant. Donc, ça nécessite d'avoir un petit budget. Mais au moins, je dirais que ça permet de se sécuriser quant à la personne qui va, enfin, à qui à la fois on va lâcher du fric pour acheter une selle, mais aussi ça permet de se sécuriser sur le suivi à l'avenir. Donc ça, c'est le premier point. Se faire accompagner, mais se faire accompagner par quelqu'un qui ne nous prend pas pour un pigeon, par quelqu'un qui nous respecte, qui nous écoute. La sensation d'être écouté, elle est fondamentale. Et par quelqu'un qui va respecter les critères qu'on va lui poser. La deuxième chose, je dirais que c'est de vraiment préciser ce qu'on veut, quels sont les objectifs qu'on a pour son cheval, quels sont les objectifs qu'on a pour soi, et du coup, quels sont les objectifs qu'on a pour la selle qui va nous permettre de pratiquer nos activités avec notre cheval. Est-ce que on veut... La question de l'argent, alors il y a beaucoup de gens, quand je leur dis, mais vous voulez mettre quel budget dans une selle, qui sont un peu genre, puis on sent que l'argent, c'est un gros tabou, quoi. Mais en fait, non, c'est hyper important. Je dirais même que c'est fondamental d'avoir défini son budget en amont et de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce budget, quitte même à repousser parfois l'achat de la selle, parce que tout simplement, en fait, on veut quelque chose qui n'existe pas dans le budget qu'on est capable d'investir à l'instant T. Là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une jeune fille qui avait acheté un pur sang qui était dans un état physiquement très compliqué. La selle qu'elle avait, elle était loin d'être parfaite, mais par rapport à ce que le cheval était capable de faire à l'instant T, c'était la meilleure, voire la seule option. Donc, elle m'avait indiqué un budget à 3000 balles pour l'achat d'une selle. Je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que sur tes 3000 balles, tu prends 500 balles pour acheter l'amortisseur, le correcteur, la sangle, les trucs dont moi je t'ai dit que tu avais besoin pour faire en sorte que ce que tu as maintenant, ça puisse aller un certain temps. Tu mets 1500 balles de côté et les 1000 balles qui restent, tu les mets dans des soins pour ton cheval. Parce que clairement, il est fracassé ton cheval, donc investis pour ton cheval, investis pas dans ta selle, ça sert à rien pour l'instant. Donc je dirais la question de choisir la personne qui nous accompagne, la question du budget. Et le dernier point, là je vais me mettre un coup de pied dans les tibias de pas mal de gens, mais tant pis, je le fais quand même. Faites parler les gens de leur arçon et de l'importance de l'adaptation de l'arçon, parce qu'il y a énormément de selliers qui vont dire non mais l'arçon on s'en fout, c'est les matelassures qu'on adapte, j'enlève un peu de matelassure ici, j'en rajoute un peu là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, l'arçon, c'est la partie la plus importante de la selle. Si l'arçon n'est pas adapté, la selle ne va pas, point. Faut pas chercher plus loin. Donc, poser des questions sur les arçons, sur est-ce qu'il y a plusieurs formes d'arçons, est-ce qu'il y a plusieurs ouvertures d'arçons, comment est-ce qu'on fait, est-ce que l'arçon il est réglable dans le temps, quels seraient les avantages à travailler plus ou moins avec tel type, ou est-ce que par rapport au moment où le cheval où il en est, est-ce que c'est judicieux d'avoir une selle avec un arçon qui est vraiment sur mesure, ou est-ce qu'au contraire on va partir sur de l'évolutif? L'idée c'est que en tant que cavalier particulier, a priori on n'est pas capable de faire tout le travail que fait un professionnel pour nous. Enfin, c'est la définition même du pro, c'est son métier. Et un métier, ça s'invente pas en un claquement de doigts. Mais donc, en tant que particulier, on est obligé de se reposer sur des professionnels, on est obligé de leur faire confiance, mais on n'est pas obligé de gober tout ce qu'ils nous disent.
Donc un professionnel, ça se choisit, et vraiment, au niveau de la selle, c'est l'arçon qui est important, c'est l'arçon qui est déterminant. Le reste, ça vient après. Mais si la personne, elle n'est pas capable de vous parler de l'importance de son arçon, et pas en disant ouais, c'est un arçon carbone, il est fantastique, c'est non, non, l'arçon, ce type d'arçon pour votre cheval, ça va parce que ça va pas, parce que l'ouverture de garrot, elle est comme ça, la forme de l'arçon, elle est comme ça, etc., etc. C'est vraiment hyper important, quoi. C'est le point le plus important pour moi. Super, c'est bien résumé. Je vais finir maintenant cet épisode. Donc, je voudrais juste rappeler que la formation dont je parle, c'est une formation qui est ouverte pour tout le monde. Donc, particulier, c'est pas forcément une formation professionnalisante, mais c'est la formation que tu as ouverte pour que tout le monde puisse, voilà, comprendre les différents points et le cheminement de réflexion qu'il faut avoir quand on veut s'intéresser à l'ergonomie équestre, avec quand même pour but, parce qu'il y a bien un but derrière, d'être capable de se faire un premier avis sur justement comment choisir son matériel, quelles questions il faut se poser, jusqu'à éventuellement pouvoir adapter, on va dire, entre deux passages du saddle fitter, son matériel soi-même. C'est bien ça? C'est ça. C'est l'objectif, c'est d'aider les gens à mieux comprendre leurs chevaux, à moins se faire bananer par les professionnels de la sellerie peu scrupuleux, et effectivement à avoir un minimum d'autonomie et de recul critique, ce fameux recul critique dont on parlait tout à l'heure, sur le choix de l'équipement, et de comprendre les enjeux qu'il peut y avoir derrière par rapport à leur cheval, par rapport à leur bien-être, par rapport à leur santé, et aussi par rapport à leur équitation, tout simplement. Super. Donc du coup, la prochaine, est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de la prochaine saison, la prochaine promo? On dit promotion pour une formation. Non, parce que la date, elle est fixée. Je vais rouvrir une session d'inscription en février pour un lancement. Attends, je regarde mon calendrier pour pas dire de bêtises sur la date exacte. Le 22 février prochain. 22 février 2023, ce sera la nouvelle formation qui commencera. Mais voilà, si c'est des questions qui vous intéressent, et même si a priori vous pensez déjà connaître plein de choses, c'est une formation vraiment hyper globale qui permet je pense, d'aider tout jeune propriétaire tout simplement à prendre conscience du côté multidimensionnel de la tâche d'être responsable d'un cheval et de savoir s'en occuper au quotidien, en plus de la question de la gestion du matériel. Merci beaucoup Eugénie de ton temps ce matin. Je te libère, et du coup je mettrai toutes les informations bien sûr en description du podcast. On peut te retrouver sur Instagram, on peut te retrouver sur Facebook, on peut te retrouver aussi sur ton site internet. Tu nous as parlé de ton blog, donc je mettrai le lien également. Et on peut surtout te retrouver donc dans ta formation et dans certains webinaires que tu dispenses à côté. Absolument. Et du coup, à très bientôt. Ouais, merci de ton invitation Fanny, et puis à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau chapitre. J'espère que vous y voyez plus clair sur l'épineuse question du choix de la selle et du rôle de l'équipement d'une manière générale. Avec Eugénie, on s'est surtout attardé lors de cette conversation à l'ensemble des données et du périmètre dont il faut tenir compte avant de choisir son matériel. En attendant de découvrir mes nouvelles invitées pour le deuxième volet de cette saison, je vous invite à me retrouver dans 15 jours pour un épisode spécial fête de fin d'année. Si vous n'aviez pas pris le temps de vous abonner au podcast en début de chapitre, c'est le moment de le faire. J'en profite donc pour vous remercier de vos écoutes. Vous êtes le moteur qui fait avancer la machine. Sans vous, personne pour écouter, pour partager et nous permettre de nous faire connaître. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et à bientôt.